Dans cette vidéo, vous allez voir la technique de Jeffrey. Donc, on commence par introduire les enzymes de restriction dans les tubes 1 et 2. Vous avez là dans le tube 1 échantillon d'ADN et là un autre échantillon d'ADN. Chaque tube reçoit une enzyme de restriction qui est différente. Donc, vous attendez que les coupures ne vont pas être les mêmes au niveau des deux séquences. Les ondes de nucléases de restriction, c'est-à-dire ces enzymes qui vont couper l'ADN, vont fragmenter. Voilà à des endroits différents parce que ce sont deux différentes enzymes. On ajoute un colorant, le bleu de bromophénol, donc c'est pas à retenir bien sûr, servant à visualiser l'avancement de la migration électrophorétique, c'est-à-dire sur l'électrophorèse. On prélève les échantillons colorés à l'aide de micropipettes, ce que vous voyez là. Et voilà le gel d'électrophorèse avec la boîte d'électrophorèse. Voilà là les électrodes, anode et cathode pour avoir un champ électrique. Tube 1, tube 2 et le contrôle, la référence. Donc c'est comme ça qu'on va mettre l'ADN dans les puits. Et la référence, c'est-à-dire les bandes qu'on connaît bien, la taille avec lesquelles on va comparer l'ADN des deux tubes. Le champ électrique est appliqué et voilà la migration a eu lieu. Voilà comment les fragments d'ADN migrent d'autant plus vite vers l'anode qu'ils sont de petite taille. Voilà le gel d'agarose, donc il va empêcher cette migration pour les grands fragments. Vous voyez la migration des fragments d'ADN. Donc, puisqu'ils sont colorés, on peut là un peu les voir sur le gel. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? L'ADN est alors coloré à l'aide de bromure d'éthidium, agent intercalant mutagène. La coloration rougeâtre est révélée grâce aux UV. Donc, on le colorie avec, l'ADN est colorié avec un autre agent. Et puis, grâce aux rayons UV, voilà les rayons UV, je peux le visualiser. Chaque bande contient des millions de fragments de la même taille parce qu'on les a amplifiés par PCR avant de les faire passer sur électrophorèse. Donc j'ai beaucoup de bandes d'ADN mais qui sont tous de même taille. Donc ils vont migrer à la même distance, par exemple là. Et voilà ensuite le gel avec les bandes qui migrent à différents niveaux. Je le mets dans une solution basique. Je procède à une dénaturation des brins d'ADN double brin en monobrin par un traitement alcalin, c'est-à-dire je les mets dans une solution basique. Je dénature l'ADN. Et suite à la dénaturation, on enlève le gel. Et toujours dans cette solution saline, on met une membrane de nitrocellulose, la membrane en nylon ou de nylon, elle est appliquée ou bien apposée sur le gel. Elle est en contact. Le transfert va avoir lieu, mais comment? On va mettre au-dessus du papier absorbant et placer sur la membrane de nitrocellulose. Donc ça va presser sur cette membrane et causer ce transfert comme vous le voyez là. Le transfert va avoir lieu parce qu'avec la solution saline, elle va aider pour que les fragments d'ADN passent du gel vers la membrane par force de capillarité. Les fragments d'ADN nitrocellulose et le papier là, c'est pour absorber cette solution et pour presser aussi. Voilà, donc suite à l'absorption, les fragments seront transférés sur la membrane et là je pourrai manipuler avec. Donc une exposition aux UV permet la formation des liaisons covalentes entre l'ADN simple brun et la membrane.
Et cette liaison est réalisée avec la chaleur pour les membranes en nitrocellulose. Là, la membrane est une véritable réplique du gel d'agarose, c'est-à-dire une copie conforme. Le milieu d'hybridation maintenant, je vous ai dit avant, après dénaturation, j'ai toujours hybridation. Ce milieu contient des sondes d'ADN monobrun marquées radioactivement. Donc ce n'est pas la fluorescence que j'utilise là, mais la radioactivité. Dans les deux cas, c'est un type de marquage pour pouvoir visualiser les bandes. Voilà les sondes, voilà le marquage radioactif, est représenté en boule là. Le milieu d'hybridation contient des sondes radioactives d'ADN simple brun. Donc, l'ADN sur le nylon est aussi simple brun. Les sondes vont pouvoir s'hybrider avec cet ADN dénaturé. Voilà l'hybridation, elle est montrée là. Elle correspond à la reconnaissance spécifique de la sonde radioactive avec une partie des fragments. Si ça se fixe sur une partie, je pourrais voir tout le fragment visualisé. Et puis je procède à une autoradiographie parce que j'ai utilisé le marquage radioactif. J'ai besoin de l'autoradiographie pour visualiser cette radioactivité. On applique un film photographique à la surface de la membrane. Les radiations émises permettront l'impression du film autoradiographique. Et donc voilà, les radiations émises vont être comme si copiées sur le film autoradiographique. Et vous, tout ce qui vous importe dans les résultats des documents, c'est ce film autoradiographique que vous allez analyser. Donc le résultat serait très simple à analyser. Vous n'allez pas avoir beaucoup de bandes, c'est juste quelques bandes qui m'intéressent, qui sont complémentaires à la sonde que moi-même j'ai envoyée. Je reviens là aux étapes représentées par des documents. La singularité du génotype est mise en évidence par la technique de Jeffrey, qui comporte 5 étapes. D'abord, l'ADN est coupé à l'aide des enzymes de restriction, vous le savez. Les fragments obtenus sont séparés par électrophorèse. Avant, je fais une PCR, mais dans les documents, on ne la mentionne pas. Les fragments sont ensuite transférés et fixés sur une membrane solide qui est du papier filtre. Cette technique s'appelle transfert de Thousand ou Thousand blotting. Donc c'est l'idée de copier ces fragments, ces bandes d'ADN, les libérer du gel parce qu'elles sont piégées dans le gel et je ne peux plus manipuler avec lorsqu'elles sont dans le gel. Je les transfère sur le papier filtre. Ensuite, sur la membrane, les fragments dénaturés, c'est-à-dire les deux brins d'ADN sont séparés, sont hybridés à une sonde moléculaire d'ADN marquée au P32, donc c'est radioactif. Cette sonde est complémentaire à une séquence d'ADN qui se répète fréquemment dans le génome. Elle est dite sonde multilocus. Multilocus, c'est-à-dire elle est complémentaire à plusieurs locus. Pourquoi? Parce que je cible là les séquences répétitives qui se répètent dans l'ADN à plusieurs reprises. Et c'est ça ce que je cherche dans la technique de Jeffrey. L'hybridation de la séquence d'ADN avec la sonde est mise en évidence par autoradiographie, comme vous l'avez vu. Le profil des bandes obtenues, qui est propre à chaque individu, est appelé empreinte génétique. Donc c'est ça ce que vous allez voir à la fin, le film autoradiographique, et vous allez comparer les bandes pour savoir, par exemple, est-ce que c'est le fils de ce père, est-ce que le suspect est vraiment le criminel ou non, à partir de l'analyse de l'empreinte génétique. Je vous rappelle, les étapes ne sont pas à retenir. Au maximum, ils peuvent vous demander de décrire les étapes. Donc, vous devez juste les comprendre et savoir analyser le résultat final. Voilà les empreintes génétiques de deux frères jumeaux, 1 et 2, et celles de leur sœur 3. Vous remarquez, les empreintes des deux vrais jumeaux sont exactement les mêmes. Par contre, celles des sœurs présentent des bandes en commun et des bandes différentes. Là, il vous montre la différence entre les sondes multilocus et les sondes monolocus. Si vous aimez les lire, c'est juste pour votre culture, mais ce n'est pas vraiment important pour votre cours. Je passe à la question 3A. Qu'entend-on par séquence répétitive du génome? Ce que je viens d'expliquer avant. Les séquences répétitives représentent une large proportion du génome et sont des séquences d'ADN qu'on retrouve de nombreuses fois à travers le génome.
Ces séquences se trouvent au niveau des régions non codantes du génome seulement et leur fonction précise reste inconnue et fait l'objet d'études en cours. Jusqu'à maintenant, on est en train de chercher à quoi vraiment servent ces séquences répétitives. 3b, indiquer la raison pour laquelle on utilise une sonde qui s'hybride avec les séquences répétitives dans la réalisation de l'empreinte génétique. Donc, dans la réalisation de l'empreinte génétique, on utilise une sonde qui s'hybride à ces séquences répétitives car leur abondance dans le génome, c'est-à-dire elles sont très très nombreuses, permet l'apparition de bandes multiples sur l'autoradiogramme. Suite à leur hybridation avec beaucoup de sondes radioactives qui sont multilocus. Par contre, si une sonde utilisée est complémentaire d'une séquence particulière à un seul gène, par exemple le gène de l'insuline, une seule bande apparaîtra sur l'autoradiogramme, ce qui ne suffit pas pour obtenir une empreinte génétique. C'est pourquoi j'ai besoin d'avoir plusieurs bandes et donc j'ai recours à ces séquences répétitives qui sont nombreuses. Une remarque, l'autoradiogramme peut être aussi nommé électrophorégramme. C'est la même chose.